Bienvenue, c'est l'heure du journal sur Ados Télévision. Voici les titres. Guerre en Ukraine, les États-Unis et l'Europe vont livrer 140 chars à l'Ukraine. En France, mobilisation exceptionnelle contre la réforme des retraites. Ce sont plus d'1 million de manifestants qui ont déferlé dans les rues des centres urbains du pays. Le pape François est arrivé à Kinshasa ce mardi pour la première étape de sa tournée. La venue du souverain pontife suscite beaucoup d'espoir face au conflit dans l'est du pays. Bonsoir et merci de votre fidélité à A12 Télévision. Les États-Unis et l'Europe vont livrer près de 140 chars à l'Ukraine dans les prochaines semaines. Entraînement intense au centre militaire en Pologne. Et depuis quelques semaines, les soldats ukrainiens apprennent à manipuler les chars allemands Léopard 2 qui devraient bientôt compléter les effectifs de la Donbass. Entraînement intense au centre militaire de Świętochów en Pologne. C'est ici que depuis quelques semaines, les soldats ukrainiens apprennent à manipuler les chars allemands Léopard 2 qui devraient bientôt compléter les effectifs dans le Donbass. L'Europe et les États-Unis ont promis de livrer à Kiev entre 120 et 140 chars dans les prochaines semaines. Mais l'Ukraine réclame aussi des avions chasseurs-bombardiers F-16 pour contrecarrer les offensives aériennes russes. Un sujet tabou pour les Alliés, du moins pour le moment. Réunis à Riga, les ministres des Affaires étrangères des républiques baltes et de Pologne soutiennent la demande de Kiev. Urmas Reinsalu, le chef de la diplomatie estonienne, demande à ce que ces appareils soient livrés au plus vite. Un avis qui n'est pas partagé de l'autre côté de l'Atlantique. Jusqu'à présent, Londres et Washington ont refusé de livrer des F-16 à l'Ukraine. Interrogé par la presse, le président Joe Biden a précisé qu'il évoquerait les prochaines livraisons d'armes avec son homologue ukrainien. Pendant ce temps, Moscou continue de revendiquer de nouvelles avancées dans le Donbass. Selon le ministère russe de la Défense, les troupes se sont emparées du campement de Blahodatne dans l'oblast de Donetsk. Une victoire que la Russie devrait notamment à ses nouveaux équipements. Quelques heures après sa déclaration, Moscou publiait des images d'un train militaire dernier cri avec capacité de déminage et réparation de chemins de fer. En France, c'est demain jeudi qu'arrive à Paris le chef du gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, pour une visite officielle. Les dossiers pendants sont nombreux, nucléaire iranien, tensions dans les territoires palestiniens, attentats à Jérusalem-Est. I24 analyse les enjeux de ce déplacement à l'Élysée. On regarde. Sur le parvis de l'Élysée, le Premier ministre israélien s'avance pour saluer le président de la République. Une poignée de main, puis une accolade. Ces images datent de 2017, lors du dernier voyage officiel de Benjamin Netanyahou en France. 6 ans plus tard, cette rencontre se répétera ce jeudi. Ce sera sa première visite dans l'Hexagone depuis son retour au pouvoir le 29 décembre 2022. Un déplacement qui s'opère dans un contexte sécuritaire des plus complexes. Raid de l'armée israélienne dans la bande de Gaza, roquettes et attentats à Jérusalem avec 7 pertes civiles. Suite aux élans de violence de ce week-end, la communauté internationale appelle à la retenue. Même message pour Emmanuel Macron. Ce dimanche, après avoir présenté ses condoléances lors d'un coup de téléphone, il avait exhorté les deux parties à ne pas alimenter la spirale de la violence. Un sujet crucial au cœur des préoccupations sera également mis sur la table, le nucléaire iranien. Si sur ce point les deux hommes politiques sont unanimes, les réformes du nouveau gouvernement israélien inquiètent l'Élysée qui craint pour la démocratie de l'État hébreu. Si aucune information n'a été divulguée sur l'itinéraire du Premier ministre, son voyage devrait durer 4 jours. Alexandre Loukachenko en visite officielle au Zimbabwe. Ce lundi, le chef de l'État du Bélarus s'est rendu à Harare où il a rencontré son homologue zimbabwéen, Emmerson Mnangagwa. Les deux hommes ont discuté entre autres du renforcement de leur coopération bilatérale dans les domaines sécuritaires et politiques. Reportage. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est arrivé lundi à Harare pour échanger avec son homologue zimbabwéen, le président Emmerson Mnangagwa. Les deux pays ont une relation particulière. Tous deux sont visés par des sanctions diplomatiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis. L'Occident est déterminé à sanctionner et isoler nos deux pays, mais ils ne réussiront pas, car les stratégies de développement mises en place par nos deux pays sont de s'assurer que nous sommes autosuffisants.
Le ministère zimbabwéen des Affaires étrangères a déclaré que cette visite de 3 jours visait à renforcer les relations existantes entre les deux pays dans des domaines de la politique, l'agriculture, l'armement et l'exploitation minière. Et c'est désormais officiel, l'actuel chef d'État George Weah est candidat à sa propre succession pour la présidentielle d'octobre prochain. Il a annoncé ce mardi au cours de son discours annuel devant le Parlement. George Weah est candidat à sa propre succession. L'actuel président du Libéria a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Dans son discours annuel devant le Parlement, le dirigeant de 56 ans a défendu sa politique et promis un nouveau mandat riche en opportunités, porté sur la transformation et le développement. Mes chers concitoyens, je viendrai vers vous sous peu pour vous demander de renouveler pour un second mandat le mandat que vous m'avez confié il y a 6 ans. Ici et aujourd'hui, laissez-moi vous assurer que l'état de notre nation est fort. L'état de notre nation est stable. L'état de notre nation est vibrant. L'état de notre nation est jeune. L'état de notre nation est paisible et sûr. Et nous avons l'intention de le garder ainsi. Marqué par des guerres civiles et des épidémies, le Libéria a une santé économique fragile. Environ 27% de ses 5 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Les nombreux déplacements du dirigeant, y compris pour le mondial du Qatar, n'ont donc pas plu à une partie de la population libérienne qui reproche à l'ancien footballeur d'être déconnecté de leur réalité. Et dans le Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a rencontré ce mardi à Jérusalem le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. L'émissaire de Washington lui a réitéré le soutien indéfectible de son pays dans le contexte sécuritaire régional surchauffé. Antony Blinken a aussi échangé avec le chef de l'opposition, Yair Lapid. Reportage. Coopération en matière de sécurité, défis militaires, approfondissement des liens régionaux pour améliorer la stabilité du pays et de la région, ce sont les sujets abordés par Antony Blinken et Yoav Gallant. Le secrétaire d'État américain a réaffirmé le soutien indéfectible de Washington. Notre engagement envers la sécurité d'Israël reste et restera inébranlable. De son côté, le ministre israélien de la Défense l'a remercié pour la position ferme de Washington et son soutien face aux défis sécuritaires d'Israël, notamment face à l'Iran. Votre visite arrive à un moment critique et elle envoie un message clair à nos adversaires ainsi qu'à nos partenaires dans la région. Les États-Unis et Israël sont unis dans la nécessité de faire face à l'Iran et à quiconque menaçant la paix et la stabilité. Peu après cette rencontre, c'est avec Yair Lapid qu'Antony Blinken s'est entretenu. Le chef de l'opposition israélienne a affirmé avoir abordé les nombreuses menaces sécuritaires, proches et lointaines, que doit affronter le pays. Les mesures pour empêcher l'Iran de devenir une puissance nucléaire ont aussi été évoquées. Le secrétaire d'État américain a toutefois dû essuyer une critique d'un membre de la coalition. La députée du sionisme religieux Orit Strock n'a pas apprécié les déclarations de la Maison-Blanche, affirmant être préoccupée par les initiatives du nouveau gouvernement israélien. Cher Monsieur Blinken, je comprends que vous avez décidé de donner à notre Premier ministre une leçon de démocratie. Eh bien, la démocratie, c'est avant tout le devoir d'un pays de déterminer son chemin en fonction du vote de ses citoyens, chacun ayant un poids égal et sans implication étrangère. Les manifestations, aussi légitimes soient-elles, ne valent pas un scrutin. Antony Blinken termine son séjour officiel par une visite à Ramallah et une rencontre avec le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Sur le front social en France, l'heure est toujours à la mobilisation face à la réforme des retraites. Et ce mardi, ce sont au moins plus d'1 million de manifestants qui ont déferlé dans les rues des grands centres urbains du pays pour réitérer leur opposition au prolongement de l'âge de la retraite à 64 ans. Euronews a pu interroger 2 jeunes travailleurs qui expliquent les raisons de leur participation au mouvement de contestation. À 35 ans, Mylène est loin de la retraite. Et pourtant, elle a manifesté pour la première fois de sa vie contre l'allongement de la durée de cotisation en France. C'est le cas de nombreux jeunes Français qui arrivent de plus en plus tard sur le marché du travail. Mylène se sent encore plus désavantagée en tant que femme. En tant que femme, déjà de base, on est obligé d'avoir un congé maternité si on a des enfants. Donc on est obligé de stopper notre carrière.
Souvent quand on reprend le travail, on ne travaille pas à temps plein, on travaille à mi-temps. Et ça impacte forcément notre retraite plus tard. Et si la réforme elle passe, on ne pourra jamais revenir en arrière. Donc c'est maintenant ou jamais. Alors que la place d'Italie à Paris se remplit de manifestants, Mylène rejoint son ami Benjamin qui regrette de ne pas fonder de grands espoirs sur le montant de sa retraite, mais il veut se faire entendre. C'est un peu pour dire au gouvernement que j'en ai marre de toutes ces réformes qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils sont en train de casser, pour moi ils sont en train de casser toute la fonction publique. Emmanuel Macron et son gouvernement assurent que cette réforme est indispensable pour sauver le système par répartition français, un argument qui ne convainc pas les manifestants. L'objectif c'est que toute cette mobilisation, elle mette un terme à cette réforme tout simplement. Et il va falloir faire beaucoup de manifestations à mon avis parce que là ils n'ont vraiment pas l'air de nous écouter, donc ça va prendre du temps je pense, mais j'y crois quand même. En Grande-Bretagne également, le Front social bouillonne. Les travailleurs exigent une revalorisation de leurs conditions salariales. D'importantes manifestations sont d'ailleurs annoncées pour les prochaines semaines avec l'entrée en contestation de différents secteurs d'activité. Près de 500 000 travailleurs se mobilisent au Royaume-Uni ce mercredi pour demander de meilleurs salaires. Il s'agit de la plus grande journée d'action dans le pays depuis 2011, selon les syndicats. Enseignants, conducteurs de train et fonctionnaires soutiennent cet appel à la grève. De fortes perturbations sont attendues dans les transports. Les pompiers ont également voté en faveur d'une première grève en 20 ans. Cette journée de mobilisation fait suite aux grèves reconductibles des infirmières et autres travailleurs du secteur de la santé qui se mobiliseront à nouveau la semaine prochaine. Selon le Premier ministre britannique Rishi Sunak, des hausses de salaire alimenteraient l'inflation qui dépasse déjà les 10% et dégraderaient les finances publiques détériorées par la pandémie de Covid-19 et la crise énergétique. Selon les dernières prévisions du FMI, le Royaume-Uni devrait être cette année la seule économie majeure à subir une récession. La mobilisation porte aussi sur les conditions de travail, les retraites ou la volonté du gouvernement de limiter le droit de grève. On part aux États-Unis où l'affaire de Tyre Nichols continue d'alimenter la polémique. 3 semaines après le décès de ce jeune Afro-Américain, suite à une interpellation de police, la colère ne faiblit pas au sein de l'opinion publique et notamment chez les Afro-Américains. Je vous invite à suivre cet élément. Un peu plus de 2 ans après la mort brutale de George Floyd, les États-Unis refont la une pour une arrestation fatale. Le 7 janvier, Tyre Nichols, un Afro-Américain de 29 ans, a été lynché par plusieurs agents à Memphis dans le Tennessee. Sa mort 3 jours après a provoqué colère et sidération, d'autant plus qu'une vidéo montrant la violence de cette interpellation a été rendue publique. Il s'agit d'un sérieux retour en arrière en ce qui concerne la confiance des communautés dans les forces de l'ordre et c'est une tension intéressante dans laquelle nous devons vivre. Nous avons besoin de la sécurité publique, n'est-ce pas? Nous avons besoin des forces de l'ordre pour combattre la criminalité omniprésente. Mais nous ne voulons pas que les personnes qui ont juré de nous protéger, de nous servir, nous brutalisent. Les 5 officiers responsables de ce passage à tabac, eux aussi afro-américains, ont été licenciés et inculpés pour meurtre. L'enquête est toujours en cours, mais cette nouvelle mort relance le débat sur les violences policières. Peu importe que l'officier soit noir, hispanique ou blanc, c'est la culture qui leur permet de penser qu'ils peuvent faire ça à Tyre, qu'ils peuvent faire ça à Keenan Anderson à Los Angeles, en Californie, qu'ils peuvent faire ça à Byron Williams à Las Vegas. Selon le Washington Post, 1093 personnes ont été tuées par des policiers en 2022, principalement par arme à feu. Aux États-Unis, les Afro-Américains ont 3 fois plus de chances d'être arrêtés que les Blancs. Et direction Kinshasa, en République démocratique du Congo, où le pape François est arrivé ce mardi pour la première étape de sa tournée. Et dans les rues de la capitale congolaise, la venue du souverain pontife suscite beaucoup d'espoir face au conflit en cours dans l'est du pays. Reportage. Le pape François a foulé le sol de la République démocratique du Congo, sa première escale avant de partir pour le Soudan du Sud vendredi. Du mardi 31 janvier au dimanche 5 février, le souverain pontife visitera 2 pays du continent africain minés par la guerre.
Très attendu en RDC, il devait déjà se rendre à Kinshasa en juillet dernier, mais son déplacement avait été annulé pour des raisons de santé. C'est la 5e fois que le pape François voyage en Afrique en 10 ans de pontificat, pour le plus grand bonheur des fidèles. Qui quitte chez lui pour venir chez nous ici, c'est la joie. Pour moi, je vois que c'est un rêve qui s'est fait réalité. Nous l'avons attendu l'année passée. Bon, même si on disait qu'il a reporté, moi je n'avais plus beaucoup d'espoir. Mais voir maintenant que ça se fait réalité, bon, je suis aux anges. Donc je ne sais pas quoi dire de plus, mais je suis aux anges. Voir une grande autorité comme le pape se déplacer pour le Congo, ça montre que la diplomatie est en train de fonctionner. Et en tant que chrétien, sa présence aussi, c'est un homme de Dieu. Certes, je ne suis pas catholique, mais la présence d'un homme de Dieu dans un pays, c'est aussi une bénédiction. Donc nous ne pouvons que louer sa présence. Pour des raisons de sécurité, le pape ne se rendra pas dans le Nord Kivu, mais il recevra une délégation de victimes et devrait lancer un appel à stopper le conflit durant la messe à Ndolo, où plus d'1 million de personnes sont attendues. Ainsi donc se referme ce journal. Merci de votre attention. Prenez soin de vous. Rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau point d'actualité.